Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et dans ce podcast, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Sophie Billet-Hardwick, la cofondatrice de la marque de collants innovants Billie London. En France, les collants représentent plus de 7000 tonnes de déchets par an, dont la décomposition prend jusqu'à 100 ans. On parle de matière synthétique, d'un produit qui n'est pas durable, de gaspillage, de pollution. Alors comment faire mieux pour diminuer l'impact du collant sur la planète ? C'est le challenge que s'est lancé la marque Billie London. Avec Sophie, nous avons parlé de biodégradabilité, de microplastique et de réparation. Petite information, cet épisode a été enregistré au Salon de la Lingerie à Paris en juin 2022. Merci à Billie London de soutenir Nouveau Modèle et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sophie. Salut Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et puis je suis ravie d'être ici avec toi sur votre stand au Salon de la Lingerie. Ouais. Donc c'est dans un contexte un peu particulier qu'on enregistre cet épisode, ça donne de la vie, c'est chouette. Et donc on va parler beaucoup de collants aujourd'hui. Donc en introduction, j'aimerais bien qu'on plante le décor. Quelles sont les problématiques spécifiques à cette industrie du collant ? Parce que par exemple, je lisais rien qu'en France, il y a 104 millions de collants qui sont jetés chaque année. Je trouve ça assez énorme comme gaspillage. Donc, si tu peux nous raconter un peu nous planter le décor de cette industrie, qu'est-ce qui va pas, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'est énorme. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, c'est 8 milliards de collants qui sont produits, portés 1 à 2 fois et ensuite jetés chaque année. Donc ça, c'est déjà le problème numéro 1. Le gaspillage énorme. Le gaspillage énorme. La production, une énorme production pour un produit qui a un cycle de vie très court. Ouais. Le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible de recycler un ancien collant en un nouveau. Il faut savoir que la technologie pour séparer ces deux matières, puisque la plupart des collants sont faits de nylon et d'élastane, et donc la technologie pour séparer les matières n'existe pas encore. Ce qui veut dire que le recyclage est impossible d'un ancien collant en un nouveau. Et donc troisième problème, c'est que une fois que ces collants arrivent en fin de vie, ils vont dans la plupart des cas se retrouver en décharge, et là ils vont mettre jusqu'à 100 ans à se décomposer. Chaque année, en France, c'est plus de 7000 tonnes de déchets qui se retrouvent en décharge à cause des collants. C'est énorme. Donc on peut penser que le collant est un produit anodin, petit, et en fait, pas du tout. Nous, on a vraiment voulu se concentrer sur cette gamme de produits, sur ce qu'on appelle le legwear. En anglais, c'est-à-dire le legwear, les collants, les leggings, les chaussettes, parce que ça a beau être petit, il y a un impact sur l'environnement qui est assez dingue, et il faut trouver une solution à tous ces problèmes, au gaspillage, aux déchets générés par les collants. Oui, parce que finalement, comme on est plein à les utiliser, à en acheter régulièrement parce que la durée de vie est assez faible, finalement, même quand nous on a l'impression de juste jeter notre petit collant, c'est multiplié par tellement de personnes que c'est énorme, quoi. Exactement. Ouais. Et alors vous avez mis 2 ans de recherche et développement pour créer le collant Billie London. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire ? D'où vous êtes partis ? Par quelles étapes vous êtes passés ? Des difficultés peut-être ? Ouais, un chouïa. J'imagine. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ce développement produit ? Ouais, donc on a lancé Billie London en novembre 2020. Okay. Ça fait un peu plus d'1 an. Et en fait, tout a commencé en 2018. Moi, je portais énormément de collants. Et un jour, comme d'habitude, j'étais en retard pour aller au boulot. Il me restait 5 minutes. Je mets mon collant, je l'enfile. Et là, il se file.
Et je me mets à hurler dans mon appartement un gros fuck. Et ma fille, à l'époque, qui avait 1 an, m'a regardé avec des gros yeux ronds, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée poser mon collant à la poubelle et je suis allée en prendre un autre. Et c'est là que j'ai eu mon wow moment, en fait, où je me suis arrêtée, je me suis dit, attends, mais ce geste-là que je viens de faire, je le fais 3 fois par mois. On est des millions chaque jour à porter des collants. Quel est l'impact environnemental de ce geste robotique? Parce qu'on a accepté que le collant est un produit fragile, donc on va le jeter et on va en prendre un autre, et c'est normal. Donc, je me suis posée et je suis allée faire des recherches. Je me suis dit, attends, on va trouver une solution. Il y a forcément une solution. Peut-être qu'elle existe déjà, je ne sais pas. Et c'est là que je me suis rendu compte des problèmes, que donc la plupart des collants sont faits de nylon et d'élastane, qu'on ne peut pas séparer les matières, donc ils ne sont pas recyclables en un nouveau produit. Et en faisant des recherches plus poussées, on s'est rendu compte que la biodégradabilité était déjà une solution innovante, existante et à succès dans l'industrie de la mode, du type Adidas, Stella McCartney, voilà. Et en fait, ça n'avait jamais été utilisé à l'échelle des collants. Donc on a regardé ces innovations biodégradables et c'est là qu'on s'est penché en fait. Et au même moment, donc ça c'était 2018, je savais pas où commencer. Ok, je veux changer les choses, je veux révolutionner cette industrie des collants. Par où je commence? Et moi j'avais un background de marketing et new business dans des boîtes de pub notamment et d'événementiel. Et du coup, j'habitais à Londres, j'ai fait une formation start-up pour m'aider à lancer ça. Et très très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'entoure de spécialistes d'éco-responsabilité. Parce qu'il était hors de question, c'était la jeunesse du projet, il était hors de question qu'on lance une marque et un produit qui allait polluer encore la planète pendant des années. C'était impossible, c'était ingérable. Et j'ai rencontré Marie, ma cofondatrice, au même moment. Une histoire assez dingue aussi. On s'est rencontrés par hasard sur notre lieu de travail. Et je savais que Marie, elle avait fait des études à la London College of Fashion. Elle était spécialisée sur l'éco-responsabilité. Elle avait fait des recherches sur ça. Et en fait, je voulais lui parler de mon projet. Et je l'invite pour un café. Je portais un collant ce jour-là. Et je m'assois sur ma chaise. Et là, mon collant se file sur la chaise. Et donc, je me mets encore à pousser un cri, à me dire putain. Et Marie me regarde et me dit ah bah tiens, c'est marrant, c'est mon autre projet aussi, les collants. J'essaye de voir comment on peut changer les choses. Et elle n'avait aucune idée de ce que moi j'allais lui parler en fait, ce sur quoi j'allais lui parler. Et donc là, j'ai ma mâchoire qui s'est mise à tomber, genre mais c'est dingue, c'est pas possible. Et on a passé 1 heure à discuter. Je lui disais toujours pas le projet, je voulais un peu apprendre à la connaître un peu mieux parce qu'on se connaissait pas encore vraiment. Et puis en fait, à la fin, mais c'était une évidence, on avait toutes les deux la même passion et le même objectif de réduire l'impact des déchets générés par les collants. Et donc tout de suite, on s'est dit bah écoute, on fait ça ensemble. Et donc ça c'était en 2019. Ah ouais, c'était assez incroyable et on se quitte plus depuis. Et on a fait 2 ans donc pour revenir à cette recherche et développement. En fait, la fabrication des collants, c'est un procédé très très complexe, très technique. C'est pas simplement on prend un fil, on le met sur la machine et puis on a son collant. Juste pour te donner un exemple, les fils qu'on utilise, qui sont des fils donc vraiment innovants, qui se biodégradent en accéléré en fait. Ces fils étaient déjà existants sur le marché, mais n'avaient donc jamais été appliqués à l'industrie des collants. Et comme il était hors de question que l'on sacrifie la qualité pour l'éco-responsabilité, on a mis une dizaine de prototypes et 2 ans donc à réussir à manier et à dompter ces fils. C'était ça en fait le challenge. Okay. C'était de trouver une usine, un partenaire en Italie qui accepte de partir dans ce projet fou. Ouais. Parce que comme je te dis, 2 ans, une dizaine de prototypes, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. C'est clair. Donc on a un partenaire qui est absolument incroyable et qui ont accepté de partir dans ce projet fou avec nous. Et on aurait pu abandonner plusieurs fois, on l'a jamais fait parce qu'on est vraiment persuadé de la révolution de la chose.
Et du coup, voilà. Je sais plus où j'en suis. Non, mais c'est ça en fait. Donc pendant 2 ans, vous avez fait prototype sur prototype. Prototype sur pour prototype. essayer de créer un collant à partir de ces fameux fils. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la matière première, justement, sur ces fils? Donc ça reste du nylon, ça reste de l'élastane, mais en fait les propriétés de ces fils ont été modifiées pour que lorsqu'ils se retrouvent en décharge, ils se biodégradent en un temps record de 5 ans. Pour te donner un peu une image un peu grossière de la chose, les décharges sont pleines d'enzymes et de bactéries, et c'est ces bactéries qui vont être attirées par nos produits et vont venir les grignoter jusqu'à ce qu'ils disparaissent en un temps record. Donc les collants traditionnels se décomposent jusqu'à environ 100 ans en décharge, les nôtres vont mettre 5 ans, et en plus de ça, pendant le processus de biodégradation, ils vont se transformer en biomasse et en biogaz, donc ils créent des énergies renouvelables. Okay. Et la troisième chose importante, c'est que pendant ce processus de biodégradation, ils ne vont pas laisser de microplastiques en décharge. Mais c'est vraiment très très important de spécifier que ce processus-là ne s'opère qu'en décharge. Oui, c'est pas dans mon jardin, quoi. Exactement, c'est pas dans ton jardin, c'est pas en compost. Et ça, c'est une chose qu'on essaie vraiment de faire avec Billy London et d'éduquer. C'est sur tous ces procédés éco-responsables, écologiques. Il y a énormément de greenwashing. Et sur le nombre de fois où on lit biodégradable sur un produit, et après on te dit en tout petit pas dans votre jardin, enfin tu vois, et du coup je pense que les gens ont du mal à comprendre ce que ça veut dire la biodégradabilité. Exactement. En fait, j'espère que je vais t'éclairer un petit peu ou en tout cas les auditeurs. Auditrices et les auditeurs, la compostabilité n'est pas la même chose que la biodégradabilité. Les procédés scientifiques de ces deux choses ne sont pas les mêmes. Il faut des certains degrés, il faut des certaines températures, certains degrés. Il y a plein de critères différents. Et donc, dans le cas des collants et des legwear Billy London, ils se biodégradent en un temps record en décharge. Et donc, on est sûr, par exemple, si moi j'ai mon collant, ça reste un collant, ça reste fragile, un collant Billy London, je le mets dans ma poubelle jaune. Il n'y a pas besoin de faire le tri. D'accord. Alors attends, moi je suis à Londres, alors je sais pas les poubelles en France. Alors la poubelle jaune, c'est tout ce qui est plastique, carton, ce genre de choses. Alors donc ça, j'ai pas besoin. Non, c'est ça qui est génial avec nos produits, c'est que tu n'as pas besoin de te prendre la tête à savoir où est-ce que je le mets. Tu le mets dans ta poubelle classique, puisque la magie de nos collants et de nos produits s'opère en décharge. Ok, donc dans n'importe quelle décharge. Enfin, je veux dire, j'ai pas les décharges dites contrôlées. Ok, d'accord. Voilà, et ça c'est autre chose. Pas dans la nature. Ouais, voilà. C'est autre chose sur lequel on essaye vraiment d'éduquer nos clients, c'est que quand on parle de décharge aujourd'hui, les gens s'imaginent les décharges à ciel ouvert. Or, aujourd'hui, ce type de décharge-là, c'est interdit dans les pays développés. Donc en Europe, aux États-Unis, tout ça, il en existe plus ou c'est très très rare parce qu'en fait c'est interdit. C'est des décharges contrôlées qui sont fermées. Et donc c'est là que dans la plupart des cas, les collants, les poubelles ménagères vont être dirigées. D'accord. Et alors pour revenir peut-être sur les fils, pour bien comprendre la différence, comme c'est aussi fait à partir d'élastane et de nylon, qu'est-ce qui différencie les fibres que vous utilisez des fibres qu'on peut trouver dans le marché traditionnel et qui font que le collant ne se dégrade qu'en 100 ans, quoi, se biodégrade? Et ça c'est le secret professionnel et c'est... Je pose la question. Ouais, tu t'as bien essayé. Mais ça non, malheureusement, c'est une technologie. C'est une technologie et qui appartient aux fournisseurs de fils. En fait, dans italien, c'est ça. Alors en fait, on a donc notre partenaire en Italie qui va nous produire le collant. D'accord. Ils sont incroyables et non seulement il fallait trouver un partenaire qui vienne sur ce projet fou, mais en plus on avait un cahier des charges qui était extrêmement précis sur notre partenaire. Il fallait qu'il respecte nos critères d'éthique et d'éco-responsabilité. Et c'était pas gagné et ils sont absolument géniaux. Toute l'usine tourne aux panneaux solaires. Il y a du recyclage de l'eau. Ils ont toutes les certifications possibles et inimaginables. inimaginable. Donc voilà, vraiment ils sont à la pointe de la pointe. Donc ça c'est top.
Et on a les 2 fournisseurs de fils, du nylon et de l'élastane. Et donc, il y en a un qui est en Italie et un qui est en Allemagne. Ok, donc tout européen. Tout est voilà, exactement. Ok. J'aime bien quand les marques se préoccupent aussi de leurs usines, ont un cahier des charges pour que l'usine en elle-même soit propre. En fait, ça n'a absolument aucun sens de faire un produit éco-responsable si derrière, il n'y a pas d'éthique et si derrière, les choses ne sont pas faites correctement. Donc on essaye vraiment de faire les choses. Alors on démarre et on n'est pas parfait et personne l'est et personne ne le sera. Et parce que pour être parfait, en fait il faut plus rien produire. C'est ça. Donc l'éco-responsabilité, c'est un chemin quoi. C'est un chemin et on a tellement appris sur ça. Il y a beaucoup de choses qu'on disait au début qu'on ne dit plus du type. On avait l'habitude de dire on essaye d'avoir un impact positif. Enfin Billy London, on a un impact positif. En fait, on le dit plus ça, parce que personne ne peut avoir un impact positif. Si tu veux avoir un impact positif, tu arrêtes de produire, tu ne produis plus rien. J'aime cette honnêteté. Donc on le dit plus. Qu'est-ce qu'on dit à la place ? On dit d'avoir de baisser quoi l'impact, de baisser l'impact et de faire les choses les plus douces possibles et pour l'environnement tout simplement et pour les hommes et pour les humains. Mais cet impact positif finalement. C'est pas possible. C'est un impact neutre. Peut-être qu'on peut essayer, mais positif, non, parce qu'il faudrait pas produire. Ouais, donc voilà, pareil pour la partie, tout ce qui est les produits véganes, par exemple. Au tout début, on se souvient d'avoir vu une marque qui écrivait que leurs produits étaient véganes. Et on s'est dit, donc on a fait des recherches. Ah bah oui, effectivement, les produits sont véganes. Donc on va écrire que nos produits sont véganes. Mais ça, c'est du greenwashing en fait, de dire que nos produits sont véganes, parce que il n'y a pas de matière animale dans les collants. En fait, ce sont des fils synthétiques, donc c'est normal qu'ils soient véganes. Et donc on le dit plus ça, parce que ça porte à confusion. Ça veut dire que d'autres collants ne sont pas véganes. Or, c'est pas vrai. Ils sont, tu vois. Et donc, il y a tellement de choses comme ça qu'on a appris et qu'on se corrige au jour le jour. Et parce qu'on essaye vraiment de lutter contre ce greenwashing et contre. On se met à la position en premier du client et nous les premiers. On peut être facilement perdu face à tout ce que les marques peuvent raconter. Et il y a un point que je voulais aborder avec toi aussi, c'est de savoir. Donc, tu me disais, la technologie existait. En tout cas, les fils que vous utilisez, pas dans l'industrie du collant. Comment on peut expliquer que des grandes marques qui ont les moyens d'investir dans la recherche et développement, parce que vous êtes une jeune marque, il a fallu en faire des sacrifices pour investir dans ça, mais les grandes marques, elles ont des moyens financiers, humains, là. Comment on peut expliquer qu'aucune d'entre elles n'ait eu envie de faire mieux, d'utiliser ces fils ou en tout cas de trouver des alternatives quoi. Parce qu'on lit aussi beaucoup que le collant avant était de meilleure qualité et qu'aujourd'hui les fabricants ont exprès baissé la qualité pour nous faire racheter. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou voilà, mais voilà, je voulais juste avoir ton avis sur ça. Alors, pour ce qui est donc des collants et de nos fils biodégradables, on est encore en recherche et développement. C'est-à-dire que c'est un fil qui est tellement dur à manier. Plus le collant est fin, plus on va rajouter de la couleur, plus il est difficile en fait de créer le produit désiré final. Okay. C'est pour ça qu'on a mis d'ailleurs 2 ans à faire les premiers et qu'on a sorti en premier un 30 deniers, donc noir, et un collant à motif. Mais on n'a pas sorti le collant chair, on n'a pas sorti les collants à couleur. On les a maintenant. On est entouré au salon de nos beaux prototypes. Effectivement, il y a du bleu ciel, du vert, du bordeaux. Il y a les chairs ici. Il y a les chairs, donc ça y est, on y arrive, mais il faut le temps, il faut l'envie, il faut l'argent, il faut le. Enfin, tu le dis, ils l'ont. Mais aujourd'hui, une grande marque de collants. Il faut qu'elle puisse sortir toute une gamme de collants et non pas comme nous on l'a fait 1 ou 2 collants. Donc je pense qu'ils y viendront, mais quand ce sera totalement au point et quand tout sera possible, toutes les couleurs, toutes les deniers, etc. Quand vous aurez essuyé les plates, quoi. Exactement. C'est quelque chose qui aujourd'hui de sortir 1 ou 2, ça les intéresse pas. Et puis aussi c'est pas le même positionnement. Nous on est sur un positionnement premium.
puisque les collants, on utilise le fil le plus durable et premium du marché, qui s'appelle le nylon 6.6. Donc on est vraiment sur de la qualité. Là, si je te parle des grosses marques de supermarchés, demain, ils peuvent pas aller vendre en supermarché un collant à 30 €. C'est pas du tout le même positionnement. Et puis, ça vient aussi contredire toute leur gamme actuelle. Parce qu'en fait, c'est de dire, ok, tous nos collants, on sait qu'ils polluent, on sait qu'ils créent des déchets, mais bon, on vous propose un ou deux ici qui sont meilleurs. Ça vient un peu contredire tout le reste, mais finalement. C'est compliqué en positionnement. Donc c'est un peu compliqué pour eux, mais même si on souhaite, honnêtement, nous, notre mission, c'est de changer l'industrie de la mode en réduisant les déchets. Donc on est tous dans le même bateau. Enfin, évidemment. Nous, plus on sera à le faire, mieux ce sera, parce que ces produits à biodégradabilité accélérée, c'est un message qui est dur à comprendre pour les clients, pour les consommateurs. C'est pas quelque chose. Les fils recyclés, on comprend, on voit sur un produit que c'est fait de manière avec des produits recyclés. Bon, tout de suite on comprend ce que c'est, mais la biodégradabilité, c'est difficile à comprendre. Et il faut se dire que les collants qui sont faits à partir de fils recyclés, donc comme on l'a vu au début, ce ne sont pas des fils provenant d'anciens collants. Ce sont des fils provenant d'autres industries, par exemple des filets de pêche. Mais ça ne résout pas le problème des déchets. Ils vont quand même mettre une centaine d'années à se décomposer. Et c'est pour ça que nous, on s'attaque réellement à la source, à ce problème des déchets qui vont mettre 100 ans à se décomposer. C'est pour ça que vous avez décidé de ne pas faire de collants à base de fils recyclés. Exactement. Okay. Exactement. Bon, après, tout ce qu'on peut faire est bien... c'est beaucoup mieux d'avoir des collants faits à partir de fils recyclés que des collants traditionnels, Virgin. Fil neuf, sachant que... Mais tout ça, en fait, ça ne résout pas les déchets. Et nous, c'est vraiment ça notre mission, c'est de se résoudre ces déchets. Et bon, après, on peut rentrer dans des débats aussi sur les méthodes pour faire du recyclage. Ça consomme énormément d'énergie. Et c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier, d'ailleurs. C'est le life cycle de nos collants, en fait. Parce que, certes, on pourrait potentiellement utiliser des fils d'autres industries et ensuite rajouter notre technologie. Mais est-ce que réellement, c'est mieux, en fait, en termes d'impact carbone, d'émissions, parce que l'énergie que ça demande de séparer ces matières d'autres industries, c'est énorme. Donc voilà, aujourd'hui, nous, notre combat, c'est vraiment les déchets. Et puis on peut pas tout faire en même temps. De toute façon, ça reste complexe. Et alors, cette question de qualité qui baisse des collants, c'est une légende urbaine, ça, ou pas? Écoute, je vais pas donner de réponse claire parce que... Bon, t'as peut-être pas la réponse, d'ailleurs. Il y a un peu de tout. On a beaucoup de chance quand on a commencé l'aventure il y a 2 ans, notre recherche. On est accompagné depuis 2 ans par un grand monsieur qui s'appelle Bernard Saltiel, que tu viens de rencontrer, qui était l'ancien PDG de la plus grande marque de collants française qui s'appelle Le Bourget. Donc non seulement c'était le PDG pendant presque 20 ans, mais en plus c'était l'entreprise fondée par son grand-père. Donc vraiment on a eu beaucoup de chance. Il nous a apporté toute l'expertise dont on a besoin pour les collants. Et donc Bernard, qui est dans In the Game depuis des années, aurait tendance à dire que c'est peut-être effectivement une légende et que en fait c'est pas forcément que la qualité a baissé, c'est l'entretien et la manière dont on porte et utilise les collants aussi. Et c'est la première chose qu'il nous a dit. Quand on a voulu se faire ce projet fou, il nous a dit, les filles, ne rêvez pas, le collant incassable, il n'existe pas. Il faut en prendre soin comme on prend soin de son haut en cachemire, de son haut en soie, etc. Et comment on en prend soin, alors, d'ailleurs ? Ouais. Pardon, je te coupe peut-être dans la réponse que tu voulais donner sur la qualité. Je vais donner plein de tips de comment en prendre soin. Mais juste pour revenir sur la qualité, plus le denier est fin, donc plus le denier est petit, 15-20, plus le collant est fin et plus il est fragile. Et comme je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, le collant a un cycle de vie très court. Même si on utilise les fils les plus durables, on n'ira jamais dire que notre collant est incassable. Jamais. Ce n'est pas vrai. Par contre, il est vraiment durable et tu vas pouvoir le mettre plus longtemps
qu'un collant traditionnel parce que les fils sont exceptionnels. Et donc c'est vrai, aujourd'hui on a des vies qui sont vraiment actives, on fait tout à la va-vite. Moi j'avais l'habitude d'enfiler mon collant comme une paire de jeans. Mais alors voilà, premier conseil, tu me demandais comment prendre soin, tu n'enfiles pas ton collant comme une paire de jeans. Et tu sais, les pubs old fashion où tu vois les femmes avec des jambes de 2 mètres. Bon, toi, je te regarde, t'es très grande, mais et qui enfilent leur collant, qui le roulent et qui l'enfilent et qui le montent tout doucement sur la jambe. Tu vois ou pas les anciennes pubs? Ouais. Et ben en fait, c'est exactement comme ça qu'il faut mettre son collant. Tu le roules du bas vers le haut, très délicatement, et non pas comme une paire de jeans. Et déjà, ça, c'est la première chose. Tu fais attention d'avoir tes ongles limés, pas des grosses bagues qui vont venir filer, etc. Et parfois, c'est le frottement de la chaussure aussi. Le frottement de la chaussure, alors ça, malheureusement, des chaussettes. Ouais. Mais par contre, le tips le plus important, c'est de laver ton collant à la main. Je te jure, ça prend 30 secondes. Mais vraiment, ça prend 30 secondes. Il va sécher en 1 heure à l'air libre. Et je te garantis que tu vas accroître la durabilité de ton collant par 10 si tu le laves à la main. Vraiment. Ouais. Et si jamais tu ne peux pas faire ça, et moi je suis coupable de ne pas le faire à chaque fois, on a tous des vies très, très busy, donc je comprends. Tu le mets dans un filet, un sachet comme ceux qu'on utilise pour les sous-vêtements par exemple. Parce que si dans ta machine à laver, tu as le moindre zip, ça va l'accrocher et c'est dommage. Donc vraiment, tu le protèges. Et en fait, le moindre accro, ça fragilise, quoi. Exactement. Okay. Exactement. Donc tu le mets dans un sachet ou à la main et vraiment, ça fait la différence. Pas en sèche-linge, évidemment. Voilà, en gros. Après, il y a plein d'autres petits tips rigolos du genre les collants, les fils. Le froid est le meilleur allié des fils. Ils aiment le froid. Ça resserre. Donc, ça resserre les mailles, exactement. Okay. Donc, si tu sais que tu vas mettre ton collant le lendemain, le soir, tu le mets dans ton congèle. Tu le mets, par exemple, dans... alors, même si tu n'as pas de sac, d'ailleurs, pour protéger, de sacs spéciaux, pour la machine à laver, tu peux le mettre dans une thé d'oreiller. Donc, tu n'as même pas besoin d'aller acheter un sac. Tu le mets dans la thé d'oreiller en machine. Et cette thé d'oreiller, tu peux la réutiliser dans ton congèle. Tu mets le collant à l'intérieur. Il ne faut pas oublier de le récupérer. Parce que sinon, le matin, il va y avoir un petit problème, il va être gelé. Quoique par ces temps-ci. Oui, c'est vrai, ça peut faire du bien d'ailleurs. Ça peut faire du bien. Mais voilà, il y a plein de petits conseils comme ça. Mais vraiment en prendre soin. Les filles, les hommes, parce que les collants sont des produits unisexes. Tous nos produits sont unisexes. Donc voilà, les filles, les hommes, si vous nous écoutez, vraiment prenez soin des collants. Mais d'ailleurs, on a pas mal d'hommes qui sont clients chez nous. Et c'est quelque chose qu'on a découvert en se lançant. Ouais, vraiment. Et il se trouve, parce que du coup, on discute beaucoup avec eux pour essayer de comprendre vraiment leurs besoins aussi et dans quel contexte ils les utilisent. Et beaucoup d'hommes avec qui j'ai discuté mettent leur collant avec un gant pour vraiment en prendre soin. Et je me rends compte que les hommes prennent plus soin des collants quand ils les mettent que les femmes. Voilà. Ils ont peut-être peur, parce que, ou alors ils en mettent peut-être moins souvent. Et nous, c'est un peu devenu, on en porte tellement, c'est un peu notre pantalon. Exactement. Et du coup, on le met comme un pantalon, ce qu'on ne devrait pas faire. Mais voilà, c'était très important pour nous d'être inclusif sur ça aussi, parce que voilà, tout est unisexe. Ouais, ok. Non, mais c'est hyper intéressant. Et je voulais revenir aussi sur, comme on le disait, les collants sont pas recyclables puisqu'on ne peut pas séparer l'élastane du nylon. Donc, j'imagine comme les gens qui vont nous écouter, on a tous des collants. Enfin, moi, j'en ai encore troué. Alors, je mets du vernis aussi quand j'ai un trou au bout du pied. Super tips. Voilà, pour éviter que ça se file trop. Mais bon, il y a des collants, le trou est tellement énorme que je sais pas quoi en faire. Eh ben si, alors pour ça, moi je te coupe. Mais du coup, on a ouvert une boutique sur Londres, en plein centre de Londres, à Covent Garden, un pop-up pendant 6 mois l'hiver dernier. Et on a organisé dans ce magasin des ateliers de réparation et d'upcycling des collants. Et détrompe-toi, si tu as un trou à ton collant, au bout du pied, au des doigts de pied par exemple, ne le jette pas. En 5 minutes, tu peux recoudre ce trou.
Et ça tient. Et ça tient, mais c'est incroyable. Moi, je suis pas du tout couturière. C'est mon mari à la maison qui me recoue les boutons parce que je suis nulle, mais vraiment très nulle. Et c'est une satisfaction de savoir et de pouvoir recoudre le trou au pied de son collant. Tu prends un œuf, on appelle ça un œuf. Tu vois ce que je veux dire ou... Un truc, en fait, il faut que ce soit dur à l'intérieur. Ouais, pour, d'ailleurs, j'en ai dans le coin, je te montrerai. C'est une boule, en fait. D'accord. Tu la rentres dans le collant et tu prends n'importe quelle aiguille, n'importe quel fil, un fil noir de préférence, mais c'est au bout de pied, donc personne ne va le voir. Donc, t'as pas besoin d'être couturière pour faire ça, puisque tu peux faire ça peut être grossier. rough job, Ouais, on s'en fout, c'est grossier. Ouais. Personne ne va le voir. Tu fais à la va-vite comme ça. Et vous pouvez pas me voir, je fais des gestes pour coudre. Ouais, et vraiment, et ça tient. Et ton collant, il est voilà. Et on peut le réutiliser. Et on peut le réutiliser. C'était de savoir donc je peux recoudre les trous, ça tient. Et quand c'est vraiment très très filé, qu'est-ce que j'en fais de ce collant ? Alors quand c'est filé, les opportunités sont sans limite pour pouvoir upcycler le collant. Nous, on a fait des tawashi sponge, on a fait des hairbands. On a fait des pots des macramés, macramé hanger. Je vois. Enfin, je pense que les gens voient à quoi ça ressemble. Tu peux le réutiliser pour si tu as du savon solide, par exemple, et qu'à la fin, tu sais, de ton savon solide, quand il reste plein de petites miettes, au lieu de les jeter, tu découpes ton collant et tu en fais un petit sac et tu mets ton savon à l'intérieur, tu le mets dans ta douche et ça va mousser et tu vas pouvoir le réutiliser. Tu peux mettre tes oignons, dans le jardin, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Il y a beaucoup de choses à faire sur ça. Et les opportunités sont vraiment sans limite. Donc on commence à mettre... Vous organisez, vous, des ateliers Alors, pas en France pour le moment, mais on l'a fait à Londres. Et je suis sûre que ça marcherait très bien marché parce que c'est vraiment... tout est dans cette logique de réduire ses déchets et de réutiliser. Donc voilà. C'est assez satisfaisant aussi, tu vois, de se dire ce vieux collant, en fait, je peux en faire, il peut avoir une deuxième vie. Quand on a à cœur un peu toutes ces problématiques, c'est quand même intéressant. Exactement. Ouais. Et puis l'autre chose qu'on est en train, et ça c'est un très très gros et beau projet futur que l'on a. On est par exemple en discussion avec Veolia. On essaye de mettre en place un système de collecte, de take back des collants pour pouvoir soit les upcycler, soit, certes, on ne peut pas les recycler en un nouveau collant, mais on peut quand même les réutiliser pour faire d'autres choses. Par exemple, aujourd'hui, les collants peuvent être utilisés pour faire du padding pour l'isolation, pour les maisons, pour la construction. Donc tout ça, c'est faisable et c'est fait déjà. Donc on va mettre en place ce système de take-back pour s'assurer que de collecter le collant une majorité de collants va au bon endroit aussi et qu'on peut en faire soit il va dans une décharge donc contrôlée, soit on va pouvoir l'upcycler ou en faire quelque chose. Okay. Et c'est vraiment très important pour nous parce que on estime que avec Billy London on a cette responsabilité d'after service. C'est un peu comme ta machine à laver ou ton four. Quand tu vas acheter ces produits d'électroménager, tu vas avoir une garantie derrière. Si il se passe quelque chose, tu vas pouvoir aller le faire réparer. Et pour nous, en tout cas pour lutter contre cette overproduction et pour lutter contre cet impact de la mode sur l'environnement, on estime que c'est à nous de jouer ce jeu et d'offrir ces services de réparation, de conseils sur la fin de vie du collant. C'est extrêmement intéressant que vous ayez cette réflexion parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est ce qui manque aussi. Alors il y a de plus en plus de marques qui le font, mais on a tendance à vendre un produit, les marques ont tendance à vendre un produit et après dire aux gens débrouillez-vous un peu avec, s'il n'a pas duré, c'est votre problème, je sais pas trop ce que vous allez pouvoir en faire. Alors que les marques qui se préoccupent un peu de la fin de vie de leurs produits et qui proposent des alternatives aux clientes et aux clients, je trouve ça génial parce que c'est un service en plus, ça crée une relation aussi avec les consommatrices, les consommateurs, donc c'est extrêmement pertinent. Et on vient de mettre en place un service WhatsApp sur notre site internet où en fait vous pouvez nous écrire 7 jours sur 7 pour justement vous donner des conseils sur si par exemple tu as un trou et que tu sais pas comment faire, tu peux nous écrire et on va pouvoir te conseiller, tu vas pouvoir nous montrer une photo, tu vas pouvoir
comment en fait réparer le collant. Donc bon, tout ça, on a encore une petite équipe, donc bien sûr, ça fait peut-être partie des projets à développer. C'est en place déjà, mais on va vraiment mettre en place sur le site très bientôt des tutos sur voilà, comment upcycler, comment transformer, parce que on l'a fait en live avec nos ateliers à Londres, mais le but c'est qu'un plus grand nombre puisse y avoir accès. Donc on va mettre en place ces tutos, mais déjà on a cette ligne WhatsApp qui est disponible et on peut nous écrire à tout moment. C'est bon à savoir. Et d'ailleurs c'est peut-être l'occasion pour moi de te demander quels sont un peu vos projets futurs avec Billie London. Alors ça peut être à 2 mois, à 6 mois, à 10 ans. Où est-ce que vous allez avec la marque ? Et ben là déjà, donc on est en train d'agrandir notre gamme. Comme tu peux voir, on est entouré. Donc on a commencé par les collants. Mais notre ambition, c'est de vraiment devenir une marque du près du corps. Donc, on a enfin les leggings qui sont faits avec les mêmes matières que je porte. Tellement confortable. On a les shorties. Ouais. On a les chaussettes. On a les mi-bas. Donc vraiment, on agrandit cette gamme. C'est pas que les collants, c'est toute la gamme de legwear qu'on propose. Et bien d'autres projets dans le futur. Donc ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, on est au salon de la lingerie, parce que on peut retrouver nos produits sur notre site internet et on est vendu directement sur le site. Mais on souhaite se développer avec des retailers qui partagent nos valeurs et pouvoir être qu'on puisse accéder à nos produits un peu de partout. Que ce soit accessible pour tout le monde plus facilement. Donc aujourd'hui on a vraiment une grosse stratégie de retail et on espère que vous allez pouvoir retrouver nos produits très bientôt en bas de chez vous. On l'espère aussi. Et puis il y a ce projet de Take Back dont je parlais qui est un gros projet. On est aussi en train de faire une levée d'argent, une levée de fonds pour nous permettre de continuer notre développement. Et donc, oui, parce que tout ça coûte malheureusement, cher, l'investissement. C'est un point très important pour nous et on a besoin de pouvoir continuer de se développer. Et puis voilà. Ça fait déjà pas mal de projets. On continue cette recherche. On aimerait beaucoup pouvoir proposer des matières qui soient beaucoup plus naturelles. Donc c'est vraiment l'innovation fait partie de notre DNA. Donc on va toujours aller plus loin et on sera toujours une step ahead. Et on observe ça déjà. Mais aujourd'hui, pour le collant, il faut de l'élasticité, il faut l'élastane. Donc aujourd'hui c'est difficile de proposer des matières naturelles, mais en tout cas ce qui est important, c'est que l'intégralité du produit soit à biodégradabilité accélérée et non pas une des deux matières. Que tout à l'heure justement tu disais, quand on lit les petites lignes, on découvre que X ou Y. 100% de l'intégralité de nos produits sont faits avec des fils qui se biodégradent en un temps record. C'est pas seulement une des deux matières ou la moitié du produit, c'est l'intégralité. Et donc tout ce qu'on fait, on garde cette ligne en fait directrice. Ok, ce qui est intéressant. Il y avait une autre question aussi, je ne sais pas si on l'a abordée tu parlais de collecte aussi et ça peut servir à l'isolation, ce genre de choses. Mais j'ai lu sur le site que récupérer d'anciens collants, ça pourrait permettre aussi d'alimenter les énergies renouvelables. Il y a un truc avec les énergies. Alors ouais, il y a un truc avec les énergies. Alors en fait, donc la particularité de nos collants. Donc non seulement ils se biodégradent en un temps record, mais en plus de ça, ils vont se transformer en biomasse et en biogaz. Ce qui veut dire qu'ils créent des énergies renouvelables pendant le processus de dégradation. Donc grâce à ça, on s'inscrit déjà dans la transition vers une économie circulaire. Et en fait, tout simplement, ça veut dire que cette énergie va être récupérée et réutilisée. Ok, donc ça il faut pouvoir le capter. C'est le cas déjà ou... C'est le cas, bien sûr. Ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais. C'est le cas et il ne laisse pas non plus de microplastique. Ouais. Je sais pas si tu l'as dit. Ouais. Non, mais il n'y a pas de problème. On peut répéter, c'est intéressant. C'est important de dire parce que c'est. Malheureusement, dans les machines à laver, c'est toujours le cas. Ouais. Et là, je veux pas que vous compreniez que. On a résolu le problème des machines à laver, pas du tout. Mais en tout cas, une fois qu'il se retrouve en décharge, le collant Billie London ne laisse zéro impact. Contrairement aux autres. Ouais. Aux autres qui vont laisser des petits. Et ça, c'est dû à la technologie des fils. Mm-hmm. Ok, très bien.
Du coup, donc là, on a parlé de pas mal de choses et surtout de l'aspect éco-responsabilité, de l'aspect technologique, comment ils sont fabriqués. Il y a un autre problème, je mets des guillemets, mais quand même avec les collants, c'est que parfois c'est quand même pas du tout confortable, ça glisse, ça roule, et donc c'est pas forcément pensé pour les femmes actives, enfin pour les nouvelles générations de femmes. Vous, comment vous vous situez par rapport à ça ? Ouais, alors quand on s'est lancé pendant notre recherche et développement, on a fait une étude auprès de plus de 300 femmes dans le monde entier, et 85% d'entre elles nous ont dit avoir une expérience négative avec leur collant. Ouais. Donc c'est pas seulement cet aspect environnemental que l'on essaye de révolutionner, c'est tout l'aspect user experience. Parce que comme tu l'as dit, ils roulent, ils glissent, ils frottent, on sait jamais si c'est la bonne taille. On sait jamais s'ils vont nous aller. Ça scie le ventre. Ça c'est pour la partie donc collant, mais aussi toute l'expérience d'achat. Ouais. Aujourd'hui, si on veut aller acheter un collant, on va peut-être en supermarché. Le collant, il va se trouver entre les shampoings ou la brosse à dents. Enfin, l'expérience est juste, pas agréable. On peut pas le toucher, on peut pas les essayer. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec notre magasin à Londres, c'est de vraiment proposer une autre expérience d'achat. On avait une cabine d'essayage. On a eu un taux de conversion de 90% en magasin parce que en fait, nos clients, les hommes et les femmes, pouvaient essayer le produit et avoir ce one-to-one de conseils finalement. Et ça a vraiment très très bien marché. Mais la chose que nos clients nous disent par-dessus l'aspect éco-responsable, c'est le confort. Le collant est d'un confort mais absolument incroyable. Génial. Il est fait avec une technologie 3D pour la plupart de nos produits. Il n'y a pas de couture entre les jambes, pas tous, mais la plupart de nos collants, notre legging, il n'y a pas de couture. La ceinture, elle est assez large pour justement soutenir. Enfin, s'il y a une chose qu'on doit retenir vraiment des produits, c'est le confort. Et on nous l'a beaucoup dit qu'on se sent comme dans un pyjama. On a l'impression, on oublie en fait qu'on porte un collant. Ouais. Et c'est ça qui est dingue, c'est que le collant, un collant traditionnel, tu l'oublies pas parce que. Mais du coup, en plus, ça veut dire plein de choses, exactement. C'est-à-dire, tu te sens pas à l'aise, donc tu te sens pas à l'aise dans tes vêtements, t'es pas en confiance. Enfin, il y a tout cet aspect un peu féministe aussi derrière. Exactement. Ouais. C'est redonner confiance en soi, retomber un peu, retrouver. C'est un peu cliché et gnangnan, mais on l'a vu, le collant est un produit qui n'est pas aimé. Et pourtant, on le porte. Ouais. Donc, on veut que les femmes et les hommes retombent amoureux et amoureuses du collant, en fait. Redécouvre ta garde-robe. T'as forcément plein de robes dans ta garde-robe que tu voudrais mettre l'hiver et que tu mets pas parce que voilà. Et en fait, tu peux redécouvrir ta garde-robe parce que le collant, enfin, est agréable à porter et tu l'oublies. Et ça, c'est super. Et on a eu beaucoup de personnes qui nous ont dit... j'ai arrêté de porter des collants parce que je savais à quel point ils étaient mauvais. Ouais. Et que maintenant, grâce à nous, maintenant, elles reportent des collants et c'est super. C'est génial. Ouais, ça permet de redécouvrir sa garde-robe aussi. Il y a tout cet aspect-là. Ok, bon, ça c'est important de le rappeler quand même. C'est une grosse problématique au-delà de l'aspect éco-responsabilité parce que c'est vrai que finalement, un produit, on a beau parler, il a plein de qualités, machin. S'il n'est pas porté, il n'a pas beaucoup d'intérêt en fait s'il dort dans ton placard. Donc, exactement. Voilà, c'est un peu la base. C'est la base et c'est pour ça qu'on a fait toutes ces recherches parce que il y a tellement de choses à prendre en compte. C'est la qualité, c'est le confort, c'est la douceur des matières, c'est l'éco-responsabilité. Enfin, c'est énorme. C'est énorme tout ça et de le faire bien, ça prend du temps. Au moins 2 ans. Et c'est pour ça qu'on ne sort pas des centaines de références. C'est la qualité plutôt que la quantité. Et ça, c'est très important aussi de ne pas être perdu dans des centaines de Il y a ça références. Aussi, parce que parfois, il y a tellement de références, on ne sait même plus quel collant choisir. Exactement. Donc, très bien. Eh bien, on va pouvoir passer aux questions un peu plus personnelles pour apprendre à te connaître. Est-ce que tu te considères comme une personne engagée et pourquoi ? Oui. Je pense qu'avec Billie London, je marque un statement déjà et très engagée par rapport à ça. Mais
de manière générale, je ne sais pas ce que ça veut dire être engagé, mais en tout cas... Chacun a sa définition, je pense. Hein. Au jour le jour, je suis plutôt d'avis que c'est les petits changements qui vont faire la différence et que c'est pas un changement à 360 degrés. Il n'est pas du tout envisageable et réaliste de se dire « Ok, demain, je change toute ma façon d'être et de vivre et je me mets à devenir cet éco-warrior de A à Z. » C'est impossible. Dans une vie d'aujourd'hui moderne où tu as des enfants, tu travailles, tu as une vie qui est dingue en fait, tu n'as pas une minute à toi qui est bien remplie, c'est impossible d'avoir ce headspace et de tout faire bien. Donc ça ne sert à rien de se mettre des objectifs très très hauts parce qu'en fait tu vas peut-être les faire pendant une semaine et puis après tu vas switcher et tu vas revenir à ce que tu faisais avant. Donc ça sert à rien. Donc il vaut mieux faire des petits changements et les garder sur le long terme plutôt que tout switcher. Et c'est comme ça que j'essaie d'approcher la chose, c'est de faire petit à petit, changer une ou deux petites choses dans ma salle de bain, dans ma cuisine. Mais voilà, on n'est pas là pour culpabiliser et c'est quelque chose que j'espère est visible sur notre communication, sur les réseaux, c'est que on ne montre pas du doigt. En fait, il y a beaucoup de plateformes qui le font très très bien, dont toi. Je dis pas que tu montes du doigt, d'ailleurs, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est d'informer et de dire ouh là là. Et en fait, c'est très très important d'avoir ça, mais du coup, nous, on essaye de célébrer les progrès, en fait. Donc, on va pas aller juger, on va pas les montrer du doigt, on va plutôt célébrer les choses qui vont dans le progrès. Et du coup, jamais on ira dire à nos clientes oh là là, mais attention, tu fais ça mal ou non, c'est chacun à son étape et change starts small, comme on dit. Et donc on a commencé avec les collants, mais donc oui, je suis engagée à mon échelle. Puis chacun peut être engagé à son échelle, quoi. Voilà, exactement. Ouais. De façon générale, parce que là, effectivement, on a parlé beaucoup de collants, ou en tout cas de legwear, ce genre de choses. Quel est ton rapport aux vêtements, à la mode aussi, à l'industrie textile, et comment tout ça a évolué ? Peut-être le avant. Et puis au moment de ta prise de conscience, et puis maintenant que tu as une marque. Ouais. Alors moi, j'étais vraiment une très grande consommatrice de fast fashion. Comme beaucoup. Hein. Quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, jusqu'à mes 20 ans, 21 ans, même plus. Je sais pas si je peux les nommer, mais... si, tu peux les nommer. Zara, H&M... j'y allais tous les week-ends, quoi. Et donc ma garde-robe débordait de ça, en fait. Et j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, je dirais en 2018, au moment où j'ai pris cette conscience des collants, d'ailleurs. Et depuis, j'ai changé beaucoup de choses sur la manière dont j'achète. Une des choses, par exemple, que je regarde, c'est la composition. Et le nombre de matières sur les étiquettes. Plus il y a de matières qui seront inscrites sur les étiquettes, plus il sera difficile, voire impossible, de recycler le produit. Donc à éviter. Et c'est des petites choses comme ça. Toujours me poser la question, est-ce que j'en ai réellement besoin ? Et c'est quelque chose qu'à un moment on disait beaucoup avec Billy London, c'est de vraiment... réfléchis, pose-toi la question et n'achète pas si on n'a pas besoin, en fait. Et je pense que tu fais la même chose. J'ai réduit ma consommation énormément. De toute manière, en lançant sa boîte et sa marque, t'es fauché. Donc la question se pose plus. Non, mais du coup, un mal pour un bien, j'ai appris à réutiliser ce que j'avais chez moi et à le décliner. Et il y a tellement d'influenceurs, de jolies personnes sur les réseaux qui en fait te montrent comment être créative avec ta garde-robe et c'est vrai que j'ai changé mon style. Je suis un peu plus c'est un peu plus classique du coup parce que j'achète beaucoup moins de choses et donc quand j'achète quelque chose, soit j'essaye que ce soit vraiment du classique, du basique que je vais pouvoir garder, soit
que ce soit quelque chose qui en fait soit un peu différent, avec peut-être de la couleur pour ramener rehausser un peu, rehausser tous les styles, les quoi. basiques tout simplement. Ouais. Mais Ok. Ok, non, c'est intéressant. Et alors, une question un petit peu plus difficile. Quelles seraient tes idées que tu pourrais transmettre au gouvernement pour une industrie textile plus responsable ? En tout cas, toi, ce que tu vois à ton échelle du collant, qu'est-ce que, au niveau politique, pourrait être mis en place pour accélérer la transition ? Alors, que ce soit à l'échelle des collants ou à l'échelle globale, la surproduction. Il faut trouver une solution pour forcer les marques à arrêter de surproduire. Clairement. C'est juste pas possible. Mais arrêtez. Ça déborde. C'est même pas ça le problème. Ça peut déborder si ça pourrissait pas l'environnement. Tu vois, en fait. Oui, s'il n'y avait pas d'impact derrière. Vraiment, ouais, la surproduction, forcer les marques à se limiter à quelques références. Vous faites partie dans Mode Climat d'ailleurs. On fait partie, dans Mode Climat. Qui justement a des propositions à c'est une association de marques pour faire des propositions au gouvernement, notamment sur augmenter la TVA par exemple sur les produits polluants, imaginez pour pouvoir mettre des quotas ou ce genre de choses quoi. Ouais. Et la transparence. Certes, c'est une chose d'être plus éco-responsable, mais comme on l'a vu, s'il n'y a pas d'éthique qui suit derrière, ça n'a aucun sens si ça a été fait dans des conditions absolument abominables. Ouais. Donc, de forcer aussi cette transparence va à terme, parce que qui dit transparence dit que tu payes forcément mieux. Dans la plupart des cas, les femmes derrière qui font les produits. Donc, si tu payes mieux, ça veut dire que tu augmentes tes prix, ça veut dire que tu produis moins. Enfin, tout est lié, en fait. Et peut-être que ce point de départ, c'est ça. C'est la transparence pour qu'ensuite tout suive. Et ça me paraît quand même pas si compliqué à faire, messieurs et mesdames les politiciens et politiciennes, de mettre en place des lois et des directives qui te forceraient à tout dévoiler et à donner plus d'informations. Ah ouais, complètement. Écoute, j'aime bien ces propositions. Et alors la dernière question. Un jour, exactement. Ça viendra. Et alors la dernière question rituelle du podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? J'en ai plein. C'est beaucoup de femmes qui m'entourent dans ma vie privée. J'ai, en fonction de mes copines, en fonction de mes problématiques de la journée ou du mois, je vais aller chez l'une ou chez l'autre parce qu'elles m'apportent toutes quelque chose de différent et elles m'inspirent, c'est beaucoup de mes copines qui ont des personnalités vraiment différentes et qui sont très 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 importantes à mes yeux. Et puis ma cofondatrice, Marie, qui vraiment est... mais je n'aurais jamais pu faire ça sans elle. Et vraiment... La force de bien s'entourer. C'est très très important. Ouais. Et c'est un vrai modèle. Ouais. Et écoute, non, c'est pas mal. Des femmes, donc, de ton entourage. Des femmes, en fait. je donne pas de nom précisément, mais il n'y a pas besoin. C'est vraiment dans mon passé aussi, mes jobs que j'ai eu avant de monter Billie London, j'ai eu pas mal de boss femmes, mais j'ai tellement appris avec elles. Vraiment les femmes de mon entourage, que ce soit des ex-boss ou personnel ou professionnel. Vraiment, elles m'ont formée, elles m'ont appris beaucoup de choses. Elles sont toutes incroyables et je suis très très chanceuse d'avoir ce réseau proche autour de moi. Ouais. Très bien. Et écoute, merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci Chloé, à très bientôt. Merci à Sophie d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son.
Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.